Le téléphone d'Émilie vibra sur le bureau en acajou poli de son bureau au sommet de la tour Montparnasse. Elle l'ignora d'abord, absorbée par les chiffres qui défilaient sur son écran. Mais la vibration insistante la força à jeter un œil. C'était un message anonyme, une photo floue de Sophie. Sa compagne secrète? Enlacée par une autre femme dans un bar sombre de Saint-Germain-des-Prés. Le cœur d'Émilie se serra comme un étau. Et sans réfléchir, elle claqua la porte de son bureau, annulant tous ses rendez-vous pour foncer vers l'appartement qu'elle partageait en cachette. Arrivée en bas de l'immeuble haussmannien, Émilie grimpa les escaliers deux à deux, son tailleur impeccablement coupé contrastant avec la rage qui bouillonnait en elle. Elle ouvrit la porte avec sa clé. Et là, sur le canapé du salon, Sophie était assise, les yeux rougis, un verre de vin à la main. Émilie. Attends. Ce n'est pas ce que tu crois. Balbutia Sophie en se levant d'un bond. Mais Émilie. La PDG implacable qui avait bâti un empire dans la finance en écrasant ses concurrents, sentit pour la première fois une faille dans son armure. Elle qui contrôlait tout, des marchés boursiers aux émotions des autres, se retrouvait face à une trahison qui la désarmait complètement. Explique-toi. Sophie. Tout de suite, ordonna Émilie d'une voix froide, mais tremblante. Sophie. La jeune graphiste de 28 ans qu'Émilie avait rencontrée lors d'un vernissage à la Galerie Lafayette 2 ans plus tôt, baissa les yeux. Leur relation avait commencé comme un feu follet, des regards échangés. Des conversations profondes sur l'art et le pouvoir. Puis des nuits volées dans des hôtels discrets. Émilie, à 35 ans, avait toujours maintenu une façade hétérosexuelle pour sa famille conservatrice et son conseil d'administration. Sophie, issue d'un milieu plus libéral, avait accepté ce secret, mais la pression montait. J'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas peur d'être vu avec moi en public, avoua Sophie, les larmes coulant sur ses joues. Toi, tu me caches comme un vice honteux. Émilie s'assit lourdement sur une chaise, son esprit analytique essayant de disséquer la situation comme un bilan comptable. Elle avait tout sacrifié pour sa carrière, des nuits blanches, des alliances stratégiques, même un mariage arrangé avec un homme d'affaires qu'elle avait annulé au dernier moment, prétextant un burn-out. Mais Sophie avait été son ancre, la seule personne qui voyait au-delà de la dirigeante impitoyable. Pourtant, les dîners familiaux chez ses parents à Versailles, où sa mère ne cessait de lui demander quand elle se marierait enfin, l'avaient forcée à mentir. « Tu sais pourquoi je fais ça ?» répliqua Émilie. « Ma famille. La société. Si ça sort, je perds tout. » Sophie secoua la tête, ses cheveux blonds cascadant sur ses épaules. « Et moi? Qu'est-ce que je perds? Ma dignité? Ma liberté? Hier soir, avec cette femme, c'était juste un baiser impulsif. Mais ça m'a fait réaliser à quel point je suis seule dans cette relation. » Émilie sentit une vague de jalousie la submerger, mais aussi une culpabilité profonde. Elle qui gérait des crises financières avec sang-froid, se voyait maintenant confrontée à une crise personnelle qu'elle ne pouvait pas résoudre d'un simple appel. Elle se leva et s'approcha de Sophie, posant une main sur son épaule. « Donne-moi du temps. Je vais arranger ça. » Mais au fond d'elle, Émilie savait que le temps était un luxe qu'elle n'avait plus. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour une réunion cruciale avec des investisseurs, son téléphone sonna à nouveau.
C'était sa sœur, Claire, qui habitait Lyon et qui avait toujours été la confidente d'Émilie. J'ai reçu une photo bizarre. Émilie. Toi et une femme? C'est quoi cette histoire? Le choc la frappa comme un mur. Quelqu'un les avait trahis. Et maintenant? La nouvelle se répandait comme une traînée de poudre dans le cercle familial. Émilie raccrocha, le cœur battant, et appela Sophie. On est découverte. Prépare-toi. Ça va être l'enfer. Les heures suivantes furent un tourbillon. Émilie annula sa réunion, prétextant une urgence personnelle, une première dans sa carrière. Elle rejoignit Sophie dans un café discret près de la Seine, où elles s'assirent à une table isolée. « Qui a pu envoyer ça ?» demanda Sophie. Paniquée. Émilie réfléchit, ses ennemis en affaires étaient nombreux. Mais cela semblait personnel. Peut-être un ex de Sophie? Jaloux? Ou pire? Quelqu'un de son propre entourage? Peu importe. On doit décider maintenant, dit Émilie. Soit on assume, soit on se sépare. Sophie la regarda, les yeux emplis d'espoir et de peur. Et toi? Qu'est-ce que tu choisis? Émilie hésita. Assumer signifiait affronter sa famille. Risquer son poste de PDG. Devenir la cible des ragots dans les cercles d'affaires parisiens. Se séparer signifiait perdre la seule personne qui la faisait se sentir vivante. Pour la première fois, ses instincts alpha, cette force qui l'avait propulsée au sommet, se heurtaient à son cœur vulnérable. Elle prit la main de Sophie sous la table. On assume. Mais ça va nous coûter cher. Le soir même, Émilie rentra chez ses parents à Versailles pour une confrontation inévitable. Sa mère, une femme élégante de 60 ans, issue d'une lignée aristocratique, l'accueillit avec un regard froid. Claire m'a tout raconté. C'est vrai? Tu es. Comme ça? Émilie hocha la tête, les mots lui manquant pour la première fois. Son père, un retraité de l'armée, resta silencieux. Mais son visage trahissait la déception. Tu nous as menti pendant des années? Accusa sa mère. Pense à la famille. À notre réputation. Émilie expliqua. Calmement d'abord. Puis avec passion. Elle parla de Sophie. De leur amour. Des sacrifices qu'elle avait faits pour correspondre à l'image parfaite qu'on attendait d'elle. Mais chaque mot semblait creuser un fossé plus profond. Si tu continues comme ça, tu n'es plus la bienvenue ici. Trancha sa mère. Émilie partit. Le cœur brisé, mais déterminée. En rentrant à Paris, elle appela Sophie. C'est fait. Ils savent. Sophie pleura au téléphone. Mélange de soulagement et de terreur. Et maintenant, demanda-t-elle. Émilie répondit, maintenant. On affronte le monde. Mais le monde n'était pas prêt. Le lendemain, un article anonyme parut dans un tabloïd économique, la PDG d'Émilie Finance dans une relation lesbienne, scandale ou révolution? Les appels affluèrent, investisseurs inquiets. Collègues choqués. Émilie tint une conférence de presse improvisée, affirmant son identité avec une assurance feinte. Intérieurement, elle bouillonnait de doutes. Avait-elle fait le bon choix? Le prix était-il trop élevé? Les jours suivants furent un maelstrom pour Émilie. Son bureau devint un bunker.
assiégée par les médias et les appels incessants. Elle qui avait toujours contrôlé l'information se voyait maintenant exposée. Vulnérable. Sophie, de son côté, affrontait ses propres démons, ses amis artistes la soutenaient. Mais sa famille modeste de Provence, qu'elle avait mise au courant par prudence, réagissait avec un mélange de confusion et de rejet. Ce n'est pas naturel, avait dit sa mère au téléphone, la voix tremblante. Sophie raccrocha, se sentant plus seule que jamais. Émilie décida de contre-attaquer. Elle organisa une réunion d'urgence avec son conseil d'administration. Assise en bout de table, dans la salle de conférence vitrée surplombant Paris, elle affronta les regards scrutateurs. Ma vie privée n'impacte pas mes performances professionnelles, déclara-t-elle d'une voix ferme. Mais un actionnaire? Un homme d'une cinquantaine d'années aux liens conservateurs? Objecta, dans notre milieu. L'image compte. Les clients pourraient fuir. Émilie argumenta avec des chiffres, les profits étaient en hausse. Les contrats solides. Pourtant, elle sentit le sol se dérober. À la fin de la réunion, on lui suggéra discrètement de prendre un congé sabbatique. Pour apaiser les esprits, dirent-ils. Rentrée chez elle, Émilie trouva Sophie en train de peindre furieusement dans leur atelier improvisé. Je ne peux pas laisser ça détruire tout ce que j'ai bâti, confia Émilie en s'effondrant sur le canapé. Sophie posa son pinceau et s'approcha. Et nous? On est plus importante que ton empire. Elle s'enlacèrent, mais la tension était palpable. Sophie avait annulé une exposition personnelle à cause des ragots, Émilie risquait son poste. Leur amour, autrefois un refuge, devenait une arène de conflit. Puis vint la trahison inattendue. Claire, la sœur d'Émilie, appela un soir tard. Je suis désolée, mais maman m'a forcé à parler à un journaliste. Elle pense que ça te fera réfléchir. Émilie raccrocha. Furieuse. Comment sa propre famille pouvait-elle la saboter ainsi? Elle confronta ses parents le week-end suivant, dans leur maison bourgeoise de Versailles. Vous préférez me détruire plutôt que d'accepter qui je suis, cria-t-elle. Son père, habituellement taciturne, explosa. Tu es notre fierté. Mais ça, c'est contre nos valeurs. Pense à tes neveux. À l'exemple que tu donnes. Émilie partit en claquant la porte, jurant de ne plus revenir. Sur la route du retour, elle appela Sophie. Mais celle-ci ne répondit pas. Inquiète, elle accéléra. Arrivée à l'appartement, elle trouva une note, besoin d'espace. Je vais chez une amie. Le cœur d'Émilie se brisa. Était-ce la fin? Elle passa la nuit à ruminer, analysant chaque décision comme un investissement risqué. Avait-elle sacrifié trop pour sa carrière? Au détriment de Sophie? Le lendemain, Émilie apprit que Sophie était chez une ex, la même femme du bar. La jalousie la consuma. Elle se rendit à l'adresse, un loft artistique dans le Marais, et frappa à la porte. L'ex, une sculptrice nommée Léa, ouvrit. Sophie n'est pas prête à te voir, dit-elle. Émilie força le passage, trouvant Sophie en larmes. Qu'est-ce que tu fais ici? Demanda Sophie. Je te récupère, répondit Émilie. Mais Sophie recula.
Tu me traites comme une possession. C'est ça. Ton amour? Contrôler tout? La dispute éclata, révélant des fissures profondes. Sophie accusa Émilie d'être égoïste, de prioriser sa réputation. Émilie contre-attaqua, rappelant les sacrifices qu'elle avait faits. Léa intervint, défendant Sophie, ce qui envenima les choses. Émilie partit, humiliée, réalisant que ses instincts alpha dominés conquérir l'avaient isolée. De retour au bureau, elle licencia un employé soupçonné de fuite, mais cela ne soulagea pas sa douleur. Les semaines passèrent, marquées par des négociations tendues. Émilie rencontra un avocat pour protéger ses actifs, au cas où le scandale dégénérerait. Sophie, de son côté, explora sa liberté, flirtant avec Léa mais regrettant Émilie. Une nuit, Sophie appela, « Je reviens. Mais on doit changer. » Elles se retrouvèrent dans un hôtel neutre, discutant jusqu'à l'aube. « Je t'aime. Mais je ne peux plus vivre dans l'ombre, » dit Sophie. Émilie promit des changements, annoncer publiquement leur relation, affronter les conséquences. Mais le destin frappa à nouveau. Un concurrent d'affaires, apprenant la vulnérabilité d'Émilie, lança une OPA hostile sur sa société. Les actionnaires paniquèrent, et lors d'une assemblée extraordinaire, on vota pour sa destitution temporaire. Émilie, sidérée, quitta la salle la tête haute, mais intérieurement brisée. « C'est le prix, » murmura-t-elle en appelant Sophie. « Viens me chercher. » Sophie arriva. Et elles s'enfuirent pour un week-end à la campagne, près de Fontainebleau. Là, loin du chaos, elles se reconnectèrent. Émilie avoua ses peurs, l'abandon, le rejet. Sophie partagea ses doutes sur l'engagement. Elles firent l'amour tendrement, sans urgence mais le lendemain. Un appel de Claire changea tout, maman est à l'hôpital. Crise cardiaque. Elle veut te voir. Émilie hésita. Aller signifierait affronter le passé, ignorer, trahir sa famille. Sophie l'encouragea, vas-y. Pour toi. À l'hôpital, sa mère, pâle sur son lit, murmura, je suis désolée. J'ai eu peur de te perdre. Émilie pleura, pardonnant partiellement. Mais le pardon avait un coût, sa mère exigea discrétion. Pas pour moi. Pour la famille. Émilie refusa, j'assume qui je suis. De retour à Paris, Émilie lança une contre-offensive pour reprendre sa société. Elle contacta des alliés loyaux, négocia des partenariats. Sophie, inspirée, organisa une exposition sur l'amour interdit, utilisant leur histoire comme thème. Le vernissage attira les médias, transformant le scandale en buzz positif. Mais au milieu de la foule, Émilie repéra Léa, murmurant à l'oreille de Sophie. La paranoïa revint. La suspicion s'insinua comme un poison lent. Émilie, de retour à la tête de sa société après une bataille acharnée en justice, scrutait chaque geste de Sophie. L'exposition avait été un succès. Mais voir Léa si proche ravivait les blessures. « Qu'est-ce qu'elle te voulait ?» demanda Émilie un soir, alors qu'elle dînait dans leur appartement avec vue sur la tour Eiffel.
Sophie soupira, juste des félicitations. Arrête de tout contrôler. Émilie essaya. Mais ses instincts alpha prenaient le dessus. Elle engagea un détective privé pour surveiller Sophie, une décision qu'elle regrettait déjà, mais justifiée par la peur de la perte. Les rapports arrivèrent, Sophie rencontrait Léa pour des collaborations artistiques. Rien de romantique, mais assez pour alimenter les doutes. Pendant ce temps, la pression sociale montait. Des invitations à des galas étaient déclinées. Des amis distants. Émilie reçut une lettre anonyme, les lesbiennes n'ont pas leur place dans les affaires. Au bureau, un employé outé comme Guévin la remerciait, vous m'avez donné le courage d'assumer. Cela toucha Émilie, lui rappelant l'impact plus large de son coming out. Elle organisa une conférence sur la diversité en entreprise, invitant Sophie comme oratrice. Le événement fut un triomphe. Mais en coulisses, Sophie confia, je me sens utilisée. Comme un trophée. Émilie s'excusa, promettant équilibre. Puis vint le coup dur familial. Son père l'invita à un dîner de réconciliation. À Versailles, l'atmosphère était tendue. On accepte, mais discrètement, dit-il. Émilie explosa, accepter quoi? Mon amour n'est pas un secret honteux. La dispute dégénéra. Et elle partit, coupant les ponts. Sophie, apprenant cela, la confronta, tu sacrifies ta famille pour nous? C'est trop lourd. La tension culmina lors d'un voyage d'affaires à Lyon. Émilie insista pour que Sophie l'accompagne, mais celle-ci refusa, prétextant du travail. Seule dans sa suite d'hôtel, Émilie rumina. Elle appela le détective, suivez-la ce week-end. Le rapport arriva, Sophie chez Léa. Tard le soir. Furieuse, Émilie rentra prématurément et confronta Sophie. Tu me trompes encore? Sophie nia, c'était pour un projet. Mais ton espionnage. C'est la fin. Sophie partit, emportant ses affaires. Émilie, seule, s'effondra. Elle qui avait tout contrôlé perdait l'essentiel. Les jours suivants, elle noya son chagrin dans le travail, ignorant les appels de sa famille. Claire vint la voir, tu destroies tout par orgueil. Réconcilie-toi avec Sophie. Émilie hésita, mais envoya un message, parlons. Elles se retrouvèrent au jardin du Luxembourg, sous un soleil printanier. Sophie était distante, ton contrôle me tue. Émilie avoua, j'ai peur de te perdre. Comme j'ai perdu ma famille. Elles pleurèrent, se pardonnant mutuellement. Mais Léa appela Sophie au même moment, besoin de toi pour l'expo. Émilie vit rouge, mais se contint. Vas-y, dit-elle. Sophie partit, laissant Émilie ruminer. De retour au bureau, Émilie découvrit une fuite interne, un employé vendait des infos à des concurrents. Elle le licencia, mais cela révéla sa propre paranoïa. Elle consulta un thérapeute, explorant ses traumas, une enfance rigide, des attentes écrasantes. Vos instincts alpha sont une armure, mais ils vous isolent, dit le thérapeute. Émilie réfléchit, décidant de changer. Elle contacta Sophie pour une thérapie de couple. Sophie accepta. Et les sessions révélèrent des vérités douloureuses, Sophie se sentait étouffée,
Émilie abandonnée. Elles progressèrent. Mais un appel de la mère d'Émilie interrompit, « Ton père est malade. Reviens. » Émilie y alla. Avec Sophie. À l'hôpital. Son père murmura, « Je suis fier de toi. Tel que tu es. » Une réconciliation timide s'amorça. Mais le bonheur fut bref. Lors d'une soirée mondaine, un investisseur influent fit une remarque homophobe. Émilie le remit à sa place, perdant un contrat majeur. Sophie la soutint, « Tu as bien fait. » Pourtant, les pertes financières s'accumulaient. Émilie envisagea de vendre des parts, sacrifiant son empire pour la paix. Puis, une opportunité, une fusion avec une société progressiste. Émilie négocia, utilisant son coming out comme atout. Le deal passa, stabilisant sa position. Sophie, inspirée, proposa, « Marions-nous. » Pour de vrai. Émilie accepta. Mais les doutes ressurgirent, et la famille? La société? Les préparatifs du mariage devinrent un champ de mine. Émilie et Sophie choisirent une cérémonie intime à la mairie de Paris, suivie d'une réception dans un château en Île-de-France. Mais inviter la famille? Émilie envoya des cartons à ses parents. Sans réponse. Sophie, dont la famille acceptait mieux, insista, « Donne-leur du temps. » Émilie hocha la tête. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Au travail, les ragots persistaient. Un collègue murmura, « Une PDG lesbienne mariée? Ça va faire fuir les clients conservateurs. » Émilie ignora. Se concentrant sur une nouvelle stratégie, promouvoir la diversité pour attirer des talents jeunes. Cela paya. Avec des candidatures affluents. Pourtant, une nuit, elle surprit Sophie au téléphone avec Léa, « Je t'aime toujours. Mais comme une amie. » Le doute revint. Émilie confronta Sophie doucement, « Dis-moi la vérité. » Sophie jura fidélité. Mais admis, Léa me comprend artistiquement. Toi, tu es dans ton monde d'affaires. Elles décidèrent d'un week-end romantique à Nice. Pour se reconnecter. Sur la promenade des Anglais, elles marchèrent main dans la main, ignorant les regards. « Je t'aime pour qui tu es, » murmura Sophie. Émilie répondit, « Moi aussi. Mais j'ai peur de te perdre. » De retour, une surprise, les parents d'Émilie confirmèrent leur présence au mariage. « Pour toi, » écrivit sa mère. Émilie pleura de joie. Mais le jour J approchait avec tension. La veille, Claire avoua, « J'ai convaincu maman. Mais papa est fragile. » Le mariage fut émouvant, Émilie en smoking élégant, Sophie en robe blanche fluide. Devant le maire, elles échangèrent des vœux sincères. La famille applaudit. Mais des murmures persistèrent. La réception fut un mélange de joie et de drame. Un oncle conservateur partit tôt, prétextant malaise. Émilie l'ignora, dansant avec Sophie. Mais tard dans la nuit, Sophie disparut. Émilie la trouva dehors. En larmes, Léa m'a appelée. Elle est en dépression? À cause de moi. Émilie explosa, et notre mariage? Sophie s'excusa, je dois l'aider. Comme une amie. Émilie accepta à contre-cœur. Mais la graine du doute grandit.
Les mois suivants, Sophie passa du temps avec Léa, aidant à son rétablissement. Émilie, jalouse, augmenta ses heures de travail. Un soir, elle rentra tard et trouva Sophie absente. Un message, chez Léa. Urgence. Furieuse, Émilie y alla. Elle trouva Sophie consolant Léa. Enlacée. C'est fini, déclara Émilie, partant en larmes. Sophie la poursuivit, ce n'était rien. Juste du réconfort. Mais Émilie, blessée, demanda le divorce. Tu m'as trahi. Sophie pleura, toi. Tu m'as espionné? Contrôlé. On est quitte. Elles se séparèrent. Émilie retournant à son appartement vide. Sophie chez des amis. Les conséquences furent dévastatrices. Émilie perdit des contrats. Sa réputation entachée par le divorce rapide. Sa famille la blâma, tu as tout gâché. Sophie, de son côté, sombra dans la dépression, annulant des expositions. Elle se croisait parfois dans des événements artistiques. Regard chargé de regrets. Émilie consulta à nouveau son thérapeute, j'ai tout perdu par peur. Elle décida de reconstruire, démissionner de PDG pour fonder une start-up inclusive. Sophie, apprenant cela, envoya un message, fière de toi. Émilie répondit, et toi? Elles se retrouvèrent pour un café, discutant comme des amis. On s'est aimé. Mais mal, dit Sophie. Mais l'attraction persistait. Une nuit, après un vernissage, elles se retrouvèrent chez Émilie. Elles parlèrent jusqu'au matin, avouant erreur. Essayons à nouveau, proposa Émilie. Sophie accepta. Mais avec condition, pas de contrôle. Thérapie continue. Leur seconde chance commença prudemment. Émilie, à la tête de sa nouvelle start-up dédiée à la finance éthique et inclusive, apprit à déléguer, à faire confiance. Sophie reprit ses expositions, explorant des thèmes sur l'identité et l'amour. Elles vivaient ensemble, mais avec espace, soirées séparées, voyages solo. La famille d'Émilie, après le divorce annulé, accepta progressivement. Des dîners tendus devinrent des moments de compréhension. Pourtant, les ombres persistaient. Léa réapparut, proposant une collaboration à Sophie. Émilie, jalouse, se contint, vas-y. Je te fais confiance. Sophie partit pour un atelier à Marseille, promettant des appels quotidiens. Émilie, seule, affronta une crise à la start-up, un investisseur homophobe retira des fonds. Elle lutta, utilisant son réseau pour combler le vide. C'est le prix de l'authenticité, se dit-elle. Sophie revint, excitée par le projet, mais distante. Léa m'a fait réfléchir à nous, avoua-t-elle. Émilie paniqua, tu veux partir? Sophie secoua la tête, non. Mais on doit grandir ensemble. Elles intensifièrent la thérapie. Explorant Motin Ossé, était-il juste de sacrifier la famille pour l'amour? La société pour l'authenticité? Un jour, lors d'une conférence, Émilie parla ouvertement de son parcours, coming out, trahison, rédemption.
Le public applaudit, inspirant d'autres. Sophie, dans l'audience, pleura de fierté. Mais en rentrant, une dispute éclata sur un détail, Émilie avait oublié un anniversaire. Tu priorises toujours le travail, accusa Sophie. Émilie répliqua, et toi? Tes amis artistes? La réconciliation vint avec un voyage en Provence. Chez la famille de Sophie. Là, entourée d'acceptation, elles se reconnectèrent. Émilie apprit à lâcher prise. Sophie a communiqué. De retour à Paris, elles affrontèrent un dernier test, un article révélant l'espionnage passé d'Émilie. Sophie, blessée à nouveau, hésita. Comment te faire confiance? Émilie s'agenouilla, je change chaque jour. Pour toi. Elles surmontèrent, mais avec cicatrices. Émilie vendit sa start-up pour un poste consultatif, priorisant la vie personnelle. Sophie exposa une série sur leur histoire, anonymisée. Leur amour, forgé dans le feu, devint plus fort, mais fragile. Des années plus tard, assises sur un banc face à la Seine, elles regardèrent le coucher de soleil. On a payé cher, dit Émilie. Sophie répondit, mais ça valait la peine. Pourtant, une question persistait dans l'air, l'amour vrai exige-t-il toujours autant de sacrifices? Ou est-ce la société qui nous force à choisir entre cœur et raison? Était-il juste que Émilie ait dû sacrifier sa carrière et sa famille pour vivre son amour authentiquement?